Je vais commencer avec donc le titre, le Parlement de Montréal, non-lieu de mémoire, de non-lieu de mémoire à projet d'histoire, en fait, parce que, évidemment, j'ai commencé avec le non-lieu de mémoire, mais on s'en va vers un projet d'histoire, et c'est aussi de cela que je vais vous parler. Je commence avec une citation de Paul Ricoeur. Sous l'histoire, la mémoire et l'oubli. Sous la mémoire et l'oubli, la vie. Mais écrire la vie est une autre histoire, inachèvement. C'est la conclusion, en fait, les derniers mots qu'il écrit dans la publication de son livre « L'histoire, la mémoire, l'oubli », qui est, je pense, sa somme intellectuelle sur la question du rapport entre le récit, l'histoire, la mémoire, et qui, pour moi, a toujours été un phare, en fait, en termes de réflexion. Je ne suis pas un philosophe. C'est un livre ardu à lire. Ça m'a pris 1 an pour le faire, mais c'est un livre qui est passionnant de ce point de vue-là et extrêmement porteur. Et donc, je m'en suis beaucoup référé, en fait, pour faire cette présentation-là. Je vous présente un plan. Je vais commencer avec les vestiges. Je vais continuer avec les mémoires, acteurs et témoignages de la révolte de 1949. Donc, les réseaux disparates de la mémoire, mémoire-histoire, lieu de mémoire, les mémoires militantes, la mémoire réformiste, les témoignages chauds, tièdes et froids. Ensuite, les oublis programmés, les amnisties, l'occultation, la confusion, le non-lieu, les pétitions, la non-commémoration. Et finalement, pour terminer avec un non-événement, est-ce que Lord Elgin a été un paratonnerre ou un accoucheur? Y a-t-il un tabou dans cette histoire? Et pour conclure, un non-lieu de mémoire au temps de la commémoration et du patrimoine. Je vais m'entretenir avec vous d'un non-lieu qui naît selon l'hypothèse proposée par l'anthropologue Marc Auger. C'est un concept qu'il a développé, qui n'est donc ni identitaire, ni relationnel, ni historique, et donc sûrement pas non plus un lieu de mémoire. Auger nous dit « Le non-lieu est celui où l'on transite sans s'y reconnaître, où l'on n'entre pas en contact avec nos semblables et où rien n'indique un ancrage dans le temps. » Le stationnement sous lequel étaient enfouis les vestiges du Parlement de Montréal a été typiquement un de ces non-lieux. Lorsque le Centre d'histoire de Montréal a demandé à l'artiste Raphaël de Groot d'intervenir sur ce terrain en 1999, elle-même l'a spontanément interprété comme un trou de mémoire. C'est ce qu'elle dit dans son exposé. Et vous me voyez venir. Au verso du non-lieu de mémoire, n'y aurait-il pas un non-lieu de mémoire dont l'idée dériverait de la notion de lieu de mémoire développée par l'historien Pierre Nora? Je reviendrai en conclusion sur cette notion de non-lieu et l'usage que nous pouvons en faire pour de futurs projets de requalification. Passons aux vestiges. Je commence avec cette image du stationnement de la place Djouville revisitée par l'artiste. Nous sommes dans une interprétation commémorative faisant appel à l'archéologie et à l'histoire. Le marquage au sol que vous voyez était destiné à s'effacer de lui-même par l'effet du temps et de la circulation. L'idée de trou de mémoire rappelle la configuration de cette dépression impersonnelle où l'on ne désire surtout pas s'arrêter. Ce non-lieu contraste aussi avec un environnement surchargé de monuments, des bâtiments publics, il y a ceux évidemment qu'on voit autour du stationnement, l'hôpital des Sœurs Grises, l'obélisque qui est un peu plus loin des Pionniers de Montréal, l'ancienne caserne de pompiers, le musée de Pointe-à-Calière, sans oublier ces anciens non-lieux requalifiés dans le sous-sol du musée, c'est-à-dire l'égout William, le cimetière, les pavés, les fondations. Bref, cette concentration de vestiges que nos sensibilités surmodernes ou hyper commémoratives ont décidé de mettre en valeur. Il est arrivé à ces vestiges ce qui arrive fréquemment. La succession des générations les a écrasés et remplacés par nécessité. Ainsi s'effacent les mémoires faibles dans l'indifférence. Mais parlant du Parlement, demandons-nous si nous sommes en face ici aussi d'un trou de mémoire involontaire. Les sources historiques nous envoient sur une autre piste. Il pourrait s'agir au contraire de l'oubli désiré d'un événement considéré comme malvenu qui jette de l'ombre sur la miraculeuse fondation du gouvernement responsable et de l'œuvre de Lord Elgin. On retrouve ici la problématique de ces couches superposées dont la plus récente masque les plus anciennes, une stratigraphie sociopolitique en quelque sorte. En mettant en valeur les ruines du Parlement, il s'agirait d'en rappeler aussi les fonctions et leur contexte.
On voudra en garder la mémoire à côté de l'emplacement de toutes les premières du Montréal d'aujourd'hui, le premier cimetière où sont enterrés côte à côte Français, Anishinaabe et Wendat, hommes, femmes et enfants unis par une foi commune, le premier fortin, la première chapelle, le premier hôpital, le premier marché, la première rue pavée, le premier égout collecteur, ce dernier formant le non-lieu par excellence, délibérément enfoui. Beaucoup de premières oubliées pendant plusieurs générations et suivantes, donc, jusqu'à ce qu'une commémoration leur redonne un certain sens en 1993 avec le monument aux pionniers. On passe à l'idée suivante sur les mémoires, des acteurs, des témoignages et les réseaux disparates. Même s'il s'agit d'un moment social intense, retentissant et porteur de conséquences, bref, d'un événement historique, les émeutes de l'incendie de 1949 sont discrètement évoquées dans les récits portant sur l'apparition de la responsabilité ministérielle. Comme l'a écrit Dan Horner récemment, cette crise est habituellement insérée dans le récit sur l'émergence des institutions britanniques démocratiques et souveraines en Amérique du Nord britannique. Il est vrai que les contemporains ont vite tourné la page. Les troubles ralentissent à peine l'activité parlementaire, qui reprend aussitôt dans d'autres locaux. Les enquêtes sont bâclées. Les rares arrestations se terminent sur des non-lieux. 40 ans plus tard, un des principaux incendiaires peut même poser comme un sympathique témoin dans un grand quotidien montréalais. Tout se passe comme si l'incendie n'était qu'un faux pas dans la marche du Canada vers la Confédération. En fait, cette discrétion relève du tabou sur les origines violentes du Canada. Pourtant, avertit l'historien François Deschamps, je le cite, « 1849 nous oblige en fait à rouvrir le dossier bâclé des rébellions et à remettre en question l'héritage contesté des réformistes sous l'Union. » Avant d'être saisi par l'histoire, le déroulement de l'émeute de 1849 s'est alimenté à une grande diversité de mémoires et d'occultations, car il faut le rappeler depuis que l'expression « lieu de mémoire » s'est imposée dans le vocabulaire du rapport au passé. La mémoire et l'histoire sont deux notions foncièrement différentes. À notre mémoire, là je reprends un peu les idées de Paul Ricoeur, à notre mémoire, nous demandons toujours de témoigner avec fidélité de ce que nous avons connu et ressenti, et ce faisant, nous reconnaissons les limites intrinsèques d'une représentation qui ne peut être qu'imparfaitement partagée. À l'histoire, on assigne la mission d'atteindre une vérité, ou à tout le moins une certitude vérifiable. La notion de lieu de mémoire combine les deux domaines dans ses rapports au passé. Pierre Nora, son inventeur, voulait reconfigurer l'histoire nationale de son pays, la France, pour répondre à une demande sociale induite simultanément par l'accélération et par la décolonisation de l'histoire. Signe de son adéquation avec l'ère du temps, cette notion heuristique a rapidement été instrumentalisée dans les revendications identitaires sous la forme du devoir de mémoire, des lieux patrimoniaux et des commémorations. Retenons ici que la mémoire alimente l'histoire et que l'histoire reconfigure la mémoire. Leur fécondation mutuelle nous invite à un devoir, certes, mais c'est le devoir d'impartialité. La gravité de la révolte torée de 1949 n'est pas fortuite. Lorsqu'ils surgissent devant le Parlement, ces meneurs se trouvent précisément dans un lieu bivalent. En temps normal, la place du marché, non-lieu par excellence, ne retient pas les passants. Mais cette fois-ci, les étals servent de magasin à munitions, où les émeutiers ramassent les œufs et les cailloux dont ils bombarderont le gouverneur et les parlementaires. Lieu de pouvoir, de délibération, d'administration et de rencontres protocolaires, l'édifice du Parlement est au contraire un lieu de stabilité et de mémoire institutionnelle. Vous voyez qu'il y a donc deux mémoires différentes, ou deux lieux de mémoire ou non-lieux qui se superposent ici. Comme un point d'eau dans la savane, le non-lieu attire une faune bigarrée et passagère. On connaît les meneurs de l'émeute parce qu'ils ont été interpellés par la police ou identifiés par les journaux. La grande masse des autres sont des marchands, des boutiquiers, des artisans, des travailleurs à la journée. Ont-ils tous des revendications partisanes? C'est encore à voir, même s'il y a assurément beaucoup de ménagères, de marchands et de personnes indigentes au voisinage du marché et de l'hôpital général, les femmes sont sûrement restées à l'écart des violences. Ce cadre mixte, avec un lieu et un non-lieu face à face, réveille donc une mémoire diffuse de violences passées, tapis en arrière-plan, vecteur de haine et de peur menaçant d'éclater. Les articles des journaux de cette année-là font écho à un substrat
un habitus sociopolitique, une mémoire de plusieurs décennies de violences verbales et physiques exercées par le pouvoir colonial contre les Canadiens et les Irlandais catholiques, ainsi que contre les Autochtones sur lesquels s'appesantissent les contrôles gouvernementaux. Je pense au rapport Darling et Bagot, par exemple, qui ont été publiés sur la situation des groupes autochtones. Les violences institutionnelles et militaires se sont multipliées depuis l'émeute électorale de 1832 à Montréal et ont culminé avec les affrontements, les internements, les procès et les pendaisons de 1838 et 1839. L'épidémie de typhus de 1947 a pu aggraver les tensions entre migrants et habitants. Plusieurs acteurs de 1849 ont aussi fait l'expérience de la grève des travailleurs du canal de la Chine en 1943. Le passage à l'acte de, et je cite, le passage à l'acte de 1849 se présente comme un cas typique en histoire de ricorso, sorte de retour d'affect virulent, a écrit à ce sujet François Deschamps. Et je continue la citation. La plupart des acteurs de 49 sont de vieilles connaissances ayant été étroitement mêlés aux aléas de la guerre civile naissante qui a secoué le district de Montréal entre 1837 et 1840. Fin de la citation. L'explosion de 49 est la fille, en idée, de cet extrémisme Tory, car elle en exploite clairement la mémoire. Une mémoire d'accointance fraternelle, il faut le souligner, entre les émeutiers et les soldats qu'ils croisent dans la rue, et sans doute les filaments de la pensée politique d'un bout de feu notoire, Adam Tom, comme l'ont déclaré qui continue d'éclairer les réflexions exprimées dans les journaux, comme l'ont signalé Deschamps et le politologue Marc Chevrier. Il est vrai que les partis structurés et pacifiés ne sont qu'embryonnaires, mais les courants politiques se reconnaissent par des affinités sur les principes de gouvernement. Les partisans interprètent le principe du gouvernement responsable ou de la responsabilité ministérielle en sachant que l'étendue réelle de leur pouvoir dépendra en dernière instance des décisions de la métropole. Particulièrement attachés à la couronne qui les a jusqu'à présent bien défendus et craignant la tyrannie entre guillemets, de la majorité canadienne-française sur laquelle s'adosse le Parti réformiste, les ultra-tories s'opposent même en 1943 au principe de la responsabilité ministérielle qui les conduirait, je le cite, à une séparation de la mère patrie. Retenons qu'il existe des prédispositions à la violence ouverte comme moyen de pression politique dans ce groupe. Une prédisposition qui jouait d'ailleurs sur l'inversion des rôles, à reporter la faute de l'incendie sur le gouvernement réformiste, incarné ici par Louis-Hippolyte Lafontaine. Une très forte charge émotive s'accumule donc dans les années 30 dans ce noyau qui exerce une large influence par ses moyens financiers, sa presse, ses liens familiaux et d'affaires et ses accointances avec l'armée. Les Tories ont-ils peur de vengeance future lorsqu'ils s'opposent au projet d'indemnisation des pertes subies entre leurs mains durant la répression de 38-39? Cette crainte alimente sûrement leur cri de ralliement dans deux gazettes le jour de l'émeute, je cite, ça termine cet article-là. Anglo-Saxons to the struggle, now is your time. La mémoire des luttes pour l'émancipation est omniprésente chez les réformistes canadiens. Donc, je passe à la mémoire des réformistes. Des patriotes qui avaient tous connu la prison pour délits politiques. Louis-Hippolyte Lafontaine, Étienne Parent, Denis-Benjamin Vigée, Augustin Norbert Morin, Wilfred Nelson, qui sont députés, mais qui ont tous été dans la prison aussi, se sont ralliés à la nouvelle Constitution pour sauver quelques meubles. Il s'agit avant tout de sortir de la morosité de la défaite de 1838. 10 ans plus tard, donc en 1949, ils poursuivent le combat pour la reconnaissance et veulent traduire leur alliance avec les libéraux du Haut-Canada et leur récente victoire électorale par l'application irréversible du principe de la responsabilité ministérielle, le rétablissement du français comme langue de la législation et l'indemnisation des victimes des violences subies. À peine 12 ans auparavant, mouraient des dizaines de leurs partisans dans les combats, tandis que des centaines d'autres étaient exilés ou voyaient leurs maisons incendiées et leurs exploitations ruinées par la répression. Travailler à l'indemnisation de ces victimes, c'était rester fidèle aussi à une mémoire de lutte. Focalisons-nous maintenant sur la mémoire des acteurs et des témoins sur les événements eux-mêmes. La presse montréalaise, très bavarde, combative et partisane, se trouve à la source des rassemblements de protestation contre la loi d'indemnisation et surtout elle a préparé le terrain. Les journalistes sont des acteurs de premier plan, en particulier l'un d'entre eux, James Moore Ferres, rédacteur en chef de deux gazettes. La mémoire qu'elle laisse est empreinte de ses jugements de valeur, notamment le brûlot publié le soir du 25 avril par Ferres lui-même, que je viens de citer tantôt.
L'ensemble des témoignages à chaud nous est connu par les journaux de Montréal ou de Québec, Tories, réformistes francophones ou anglophones, cléricaux ou anti-unionistes. Puis, il y a l'ensemble des témoignages plus personnels. Une longue lettre du marchand Seaver, par exemple, le journal personnel d'Amédée Papineau, la correspondance du gouverneur Elgin, des dépositions faites au juge William Hermatinger, quelques correspondances privées. Depuis ces mémoires personnelles jusqu'à la mémoire sociale, puis de la mémoire sociale à l'histoire, se tisseront donc les jugements et la commémoration qui s'en suivront. On constate dans ces échanges que les événements étaient observés à travers des filtres émotifs, d'inquiétude, la colère ou la satisfaction. Pour l'historien Garneau, le fond de l'affaire nichait dans la rancœur de la bourgeoisie après sa défaite électorale aux mains des anciens patriotes, collaborant maintenant avec le pouvoir, ainsi que dans l'adoption des nouvelles règles commerciales qui risquaient d'entraîner des faillites. Un des témoignages les plus célèbres est celui du pompier pyromane Alfred Perry, livré 38 ans après les faits dans le numéro spécial du Carnaval d'hiver du Montreal Daily Star en janvier 87. Il faut croire qu'un divertissement en appelle un autre. Perry a fourni une explication de l'émeute où les sentiments étaient à fleur de peau. Je le cite. Les loyalistes étaient déjà inquiets et mécontents à cause de la loi sur les indemnités, envahirent les rues, des cohues se formèrent aux intersections. Un nouvel événement excita la foule qui accueillit Lord Elgin avec une litanie de grognements réprobateurs et lança tout ce qui est à portée de sa main dans un marché public sur le gouverneur et sa suite. Bref, la colère Tory censura la mansuétude des autorités envers l'ethnie canadienne-française, la représentation libérale et les décisions commerciales de la métropole. Meneur de l'émeute, Perry se révèle un homme sanguin, brutal et vantard aussi. Dans son témoignage différé, il assume sans remords sa contribution aux destructions de 1949. Il a défoncé la porte de l'immeuble à l'aide d'une échelle de pompier, asséné des coups aux gardiens avec le manche de sa hache de pompier, qui n'était pas une mince affaire, volé la masse d'armes, contribué à l'incendie, détruit du mobilier précieux. C'est en somme une sorte de brute satisfaite qui saccage ce qui en fait de cet édifice, de l'édifice, un véritable lieu de pouvoir par sa modeste monumentalité et par la présence des symboles de la souveraineté anglaise. L'attaque contre le Parlement et contre plusieurs demeures de personnages est le dernier acte, en fait, d'une longue épreuve de force montréalaise. L'incendie était prémédité depuis plusieurs jours, nullement accidentel, pensait-on au journal réformiste The Pilot au lendemain de l'événement. Je cite en traduisant que cette manifestation ne résulte pas d'une soudaine ébullition, mais d'un projet mûri de longue date. C'est une évidence pour quiconque se rappelle le ton de la presse Tory depuis quelque temps. Fin de la citation. Un de ses effets les plus déplorables a été l'incendie des livres du Parlement. Pour l'historien François-Xavier Garneau, le geste relevait de la barbarie. Je le cite, « Les Tories du Canada, comme les Vandales d'Alexandrie, brûlent nos bibliothèques et détruisent nos collections de livres les plus précieuses pour prouver la supériorité intellectuelle qu'ils s'arrogent sur nous, pauvres, et il le souligne, pauvres ignorants canadiens-français. » Fin de la citation. L'armée était tacitement de mèche avec les émeutiers. Les autorités avaient d'ailleurs dû s'alarmer du danger lorsque, quelques heures avant l'émeute, la presse Tory lança des appels aux armes et rameutait ses partisans. Or, ni le gouvernement, ni l'armée, ni la police bougèrent. Je cite le marchand Seaver, « Tous les soldats et officiers sympathisent plutôt avec les émeutiers. » Il le dit après avoir décrit le saccage de la maison de La Fontaine. Et je continue la citation. « Et jusqu'à aujourd'hui, les militaires n'ont tenté aucun effort réel pour mettre un terme à l'agitation. » Alors, c'est comme ça que les gens de l'époque voient les choses. Oubli programmé. Tant qu'elle n'a pas été mise en récit, la mémoire des émeutes est restée désorganisée et discontinue. L'incendie n'a pas ébranlé le pouvoir. Dans les journaux, les autres violences politiques ont été traitées réellement comme des faits divers. L'oubli des émeutes s'est ensuite organisé suivant diverses modalités. Et il s'est d'abord décidé dans les hautes sphères du pouvoir. L'effacement naturel a fait le reste. Des sociétés recherchent la paix interne pour éviter de s'autodétruire. Une société, explique Paul Ricoeur, ne peut pas être en colère contre une partie d'elle-même indéfiniment. Fin de la citation. L'amnistie, qui institutionnalise l'oubli et le pardon, remet la société en marche, car, je recite Ricoeur, il faut sortir de la paralysie par excès de mémoire. Dès le début des années 40,
il y a eu un mouvement populaire pour amnistier les patriotes proscrits et rapatrier les exilés d'Australie. Le vote des indemnités pour les pertes subies a été une mesure plus large de détente sociale, puisqu'elle dédommageait des gens qui n'avaient pas pris part aux événements. En 1949, on est donc dans un processus de pardon qui avait débuté bien avant dans le Haut-Canada. Les réformistes du Bas-Canada avaient eux aussi décidé de l'étendre chez eux, par souci de faire oublier le passé. Mais les Tories prétendirent qu'indemniser les victimes, c'était les accuser eux-mêmes de délits qu'ils estimaient ne pas avoir commis. Ne pas invoquer, ne pas remémorer, ne pas amnistier ou ne pas indemniser les disculpait en quelque sorte. Leur réaction vengeresse, qui relèverait d'après François Deschamps d'une psychopathologie de la mentalité de garnison, a été en fait le jalon d'une marche vers ce que Paul Ricoeur appelle un oubli de réserve non définitif. L'opérationnalisation de l'oubli s'est effectuée en 5 temps. D'abord, l'occultation préventive. Très vite, alors que les émeutes ne sont pas terminées, il y a eu chez les autorités la volonté de masquer ou d'atténuer leur nature criminelle. Tout se passant de manière tacite, les contemporains entretiennent une confusion dans les explications fournies à ce sujet. Notons qu'on attribue surtout à la retenue et au sang-froid d'Elgin, qui en témoigne lui-même d'ailleurs, la décision de ne pas faire appel à l'armée pour éviter une effusion de sang. Les reportages indiquent clairement que la non-intervention a été calculée. L'historien Louis-Philippe Turcotte dira en 1971, plus tard, donc, que le gouvernement, et je le cite, « le gouvernement aurait pu agir avec plus de sévérité et étouffer la révolte dans quelques heures. Les moyens d'anéantir les émeutiers ne manquaient pas, mais il prit, autant que possible, des mesures pacifiques et se borna à faire quelques arrestations. On blâma d'abord d'avoir agi avec trop de ménagement. Cependant, cette modération et cette prudence prévinrent peut-être une guerre civile. » Et ça, c'est la leçon de l'historien ici. Tarder à appliquer la loi, donc, j'ai arrêté la citation, tarder à appliquer la loi aurait donc été la décision à prendre, ont prétendu les contemporains après coup. Mais tout cela reste songeur sur la manière dont s'exerce la violence coloniale. Le gouvernement n'a pas fait le calcul de la mansuétude durant la crise de 1937 à 1939, lorsqu'il s'agissait de mater les patriotes. Maintenant que la paix a été rétablie et que les anciens ennemis prêtaient allégeance à la couronne en se faisant élire au Parlement, qu'est-ce qui justifiait de laisser des brutes s'en prendre encore à eux et incendier le lieu où ils siégeaient? En second lieu, l'occultation de l'émeute bénéficie de la confusion de ses causes. Les déclencheurs, est-ce que c'est la question du nouveau tarif douanier, comme il a toujours été dit, ou est-ce que c'est la frustration des Tories suite à leur défaite électorale? Il est vrai que glisser sans préavis la sanction royale de ce projet de loi derrière celui sur le tarif, comme l'a fait Elgin, relevait de la duplicité. C'est ce qui aurait provoqué les protestations, d'après le marchand Seaver, écrivant à son épouse le soir même de l'émeute, je le cite, « On ne pouvait supposer une sanction royale, car avant de l'accorder, on en donne habituellement un avis public. Et toujours selon l'habitude, les soldats se déploient devant le Parlement et saluent avec une salve de fusils. » Vous voyez, donc, le Seaver, lui, s'attendait à ce qu'on fasse quelque chose d'officiel, qu'il y ait une publicité, en fait, de cette proposition d'indemnisation. Et au fond, chaque faction politique se méfiait des cachotteries et des coups fourrés de l'autre groupe. Il y a ensuite le non-lieu judiciaire. Quelques émeutiers sont arrêtés, on les voit ici à droite, les principaux, dont le pompier Perry, marchand de son État. L'hebdomadaire satirique, et Tory, il faut le dire, Punch in Canada en a reproduit les portraits. Leur position socio-professionnelle est frappante. Un journaliste, un avocat, des marchands. En prison, ils jouissent clairement d'un traitement de faveur confirmé. Selon Perry, le patron du Dolly's Chop House leur apporte des rôtis, des sucreries et du vin. Ils sont en prison, mais ils sont bien traités. Tous les témoignages du temps avaient souligné la présence étonnante, pour ne pas dire choquante, parmi les émeutiers, de nombreux membres de l'élite montréalaise. Pour calmer l'agitation, les autorités les libérèrent sans accusation ni jugement. L'amnistie des malheurs aura contribué, elle aussi, à la formation du non-lieu de mémoire. Puis à cette campagne de pétition en appui au pouvoir. La confiance envers le Parlement, le gouverneur et le statut de capitale avait été ébranlée et pour éviter une dégradation du climat, les pouvoirs monarchiques, constitutionnels et religieux orchestrèrent le ralliement de la population par des assemblées et des pétitions.
Si, dès après l'incendie, le journal réformiste Le Canadien dénonça ces Tories qui, je le cite, veulent la guerre civile en visant les Canadiens français, il appela simultanément à une assemblée de soutien au gouverneur. Donc, dès le lendemain de l'émeute, la campagne de pétition commence. Car sans remettre à l'Empire pour la protection de la nation francophone était la ligne suivie par le courant dominant du Parti réformiste en échange de la promesse tacite de maintenir le Canada hors de l'orbite américaine. Les républicains de l'avenir dénoncèrent cette campagne qui détournait l'indignation en soutien à l'Union et à l'Empire. Enfin, il y a la non-commémoration. À part quelques caricatures dans la presse Stories, les images montrant l'édifice en flammes ou ses ruines fumantes se font rares. Ruines fumantes, d'ailleurs, je souligne ici, dans le Punch in Canada, vous avez dans l'image en bas à gauche, on parle des Modern Elgin Marbles. Une allusion sur laquelle je vais revenir tantôt au sujet de Elgin. Mais encore une fois, la mémoire ici encore, et c'est la mémoire de l'Empire qui est en jeu, est réactivée. Donc, l'incessante activité humaine étant peu compatible avec la contemplation commémorative et l'espace étant très sollicité, les ruines sont rapidement remblayées. Comme on l'a rappelé tantôt, on a construit un nouveau marché par-dessus. On reconstruit des marchés à proximité aussi à partir de 1852. Puis la caserne centrale, c'est un peu ironique, une caserne de pompiers, en 1903. Et de ce fait même, on oublie le Parlement. Curieusement, on conserve l'espace même de l'incendie, sans affectation précise du terrain. L'émeute de 1949 devient une mémoire occultée, ce que démontre encore le petit débat sur la dénomination des lieux en 1901. S'agira-t-il de Parliament Square ou de Place Diouville? Anglais-français, hein, il y a une opposition qui se fait encore ici. En définitive, Parliament Square est écarté et je cite la raison, en souvenir de Past Unfortunate Disturbances. Le spectacle des émeutes aura été donné au final par une faction extrémiste en perte de vitesse, mais encore assez influente pour menacer le pouvoir en attisant, dans les journaux et la rue, la mémoire des violences ethniques. Sauf lorsqu'ils durent défendre leurs biens, notamment lorsque la propriété de La Fontaine fut attaquée, les Canadiens n'en furent que des spectateurs et se hâtèrent de l'oublier. Pour les élites, rappelle Dan Horner, il était essentiel que la modernisation des méthodes de gouvernement fasse échec au combat de rue. Je cite Horner, je le traduis en même temps, « Les interprétations de ces événements par les élites ont semé les graines d'un style de gouvernance moderne qui écarte l'influence politique de la rue. » C'est dans son livre « Taking to the Streets », c'est-à-dire descendre dans la rue. La paix sociale sera confirmée par l'enfouissement des ruines et par le silence ou par l'atténuation historiographique commémorative. De fait, cet événement n'a pas inspiré d'œuvres qui l'auraient immortalisé, à part quelques tableaux, mais posthumes, c'est-à-dire pas posthumes, mais faits après feu, apocryphe, voilà, c'est ça. La terminologie de la mémoire commence à devenir encombrante. De fait, cet événement n'a pas inspiré d'œuvres qui l'auraient immortalisé, contrairement au soulèvement dramatique de 37-38. Il s'agit effectivement d'un monumental trou de mémoire sur ce plan aussi. Même l'éparpillement des artefacts qui témoignent de l'émeute en font encore une fois une affaire classée. L'exploration récente des vestiges aura changé la donne à ce sujet, car les reliques redécouvertes ont le pouvoir de sacraliser l'événement et de relancer du même coup la recherche savante. Donc, un événement. En définitive, face à l'oubli, il reste l'histoire, qui permet de faire ressortir ce que la mémoire n'a pas retenu ou mis en relation. L'historiographie s'est attachée à analyser la rhétorique des manifestants, qui est bien documentée. Au début, elle a rappelé la centralité de la question nationale avec le rétablissement simultané du français comme langue de législation et le vote sur les indemnités, ce qu'on peut considérer comme l'amnistie collective d'une culture traitée comme menaçante pour l'Empire, et cela tout de suite après l'amnistie personnelle des exilés. Elle a relevé l'affrontement Papineau-La Fontaine de 1949 sur la question de la représentation. Profitant du recul, elle a montré plus tard que le libéralisme international fait partie de l'équation, avec, entre autres, l'abolition du régime préférentiel anglais et la liquidation du régime seigneurial. Elle a bien sûr souligné l'évolution de la responsabilité ministérielle. Elle s'est étonnée de l'éphémère alliance des Tories et des Rouges sur l'option américaine, concrétisée par le bizarre manifeste annexionniste.
Globalement, elle a vu dans les événements les prodromes de la formation d'un État libéral moderne dans un contexte colonial. Est-ce que Lord Elgin a été un paratonnerre ou un accoucheur? Un aspect de la crise semble être resté en retrait, c'est justement le rôle de James Bruce, 8e comte d'Elgin. Personne n'a autant vu que lui sa réputation aussi férocement contestée, dit un historien. De fait, Elgin a parfaitement joué le rôle de paratonnerre que la couronne lui avait confié. D'un bout à l'autre des événements, ce sont ses décisions qui ont été contestées. Parce qu'il n'a pas cédé aux émeutiers, sa réputation posthume s'en est très bien tirée. Sa biographie par William Lewis Morton en a fait l'accoucheur du gouvernement responsable, une idée largement accréditée par la Vulgate historique. Rompant avec l'interventionnisme de ses prédécesseurs, ce fonctionnaire de carrière et d'allure bonhomme, il faut le dire, pose en conciliateur des tendances contraires. Cela tient peut-être à des dispositions personnelles, puisqu'il se situe à l'intersection de deux réseaux de pouvoir. Fils de l'ambassadeur Thomas Bruce, qui expédia en Angleterre une partie des célèbres frises du Parthénon, les fameux marbres Elgin, il est affilié aux Tories anglais. Mais il est aussi le gendre de Lord Durham et se trouve ainsi dans l'orbite des Whigs. Et puis son patron, c'est un Whig, Lord Grey. Ce serviteur d'un empire en épouse l'éthos, comme son père, c'est-à-dire la certitude d'être par essence supérieur aux populations qu'il administre. Après le Canada, on l'enverra gouverner aux Indes, puis négocier avec l'Empire de Chine à Beijing, où il ordonnera en 1860 l'incendie du palais d'été, histoire de prouver sa fermeté. Dans son appréciation de la situation, l'opposition des races, c'est le terme qu'il emploie, n'était pas importante. Les Tories n'avaient pas à se plaindre des Canadiens, puisque des anglophones aussi avaient voté en faveur de la loi d'indemnisation. Bien renseigné et surtout voulant défendre son bilan auprès de son patron, il dénombra les forces en présence selon l'ethnie, la religion, la classe sociale, les accointances avec les loges orangistes et les annexionnistes, la position des journaux. Donc tout ça, c'est dans les rapports de Lord Elgin à Lord Grey. Sur les sources de la révolte, il pointa vers la dépression économique et l'abandon du protectionnisme impérial par Londres, toujours ce vieux thème. Il jugeait sans fondement les vociférations des Tories contre la French domination, expliquant ingénument à Lord Grey que seulement 10 % des fonctionnaires étaient des francophones. C'est pas exactement... On dirait que le chiffre ne change jamais, hein, d'un siècle à l'autre. La réaction Tory s'est concentrée sur ce mauvais anglais. Mauvais anglais, oui, parce qui par contre, a inspiré un peu de sympathie à François-Xavier Garneau. Constatant qu'il pouvait attirer l'attention du pouvoir sur la thèse que les Canadiens français étaient un rempart de l'Empire contre l'hégémonie américaine, l'historien lui envoya un exemplaire de son Histoire du Canada, dont le dernier tome venait à peine de sortir, et relié à ses frais. Dans la lettre qui accompagna ce présent, il qualifia les Tories d'enfants gâtés, je le cite, et je continue la citation, qui impose aux Canadiens d'avoir toujours deux fois raison avant de réclamer un droit politique. Fin de la citation. Garneau avait entrepris ce travail, ajouta-t-il, et je le recite encore, dans le but de rétablir la vérité si souvent défigurée et de repousser les attaques et les insultes dont mes compatriotes ont été et sont encore journellement l'objet de la part d'hommes qui voudraient les opprimer et les exploiter tout à la fois. J'ai pensé que le meilleur moyen d'y parvenir était d'exposer tout simplement leur histoire. Fin de la citation. C'était donc inscrire l'histoire, science naissante à l'époque, et science dont Garneau a été le fondateur lui-même ici, dans le sillage d'une mémoire collective, jusque-là livresque et archivée, bien sûr, mais aussi dans la promesse d'une reconstruction impartiale des faits pour penser l'avenir. Donc, il y a un mouvement de détente ici qui se fait, ou un mouvement de passage de la mémoire à l'histoire. On ne sait pas si le gouverneur a lu la lettre de Garneau, peut-être qu'on découvrira dans sa correspondance, ou s'il en a tiré un enseignement, mais l'atmosphère resta surchauffée tout l'été et on recommença à parler d'annexion aux États-Unis. Elgin décida donc en septembre d'abandonner Montréal, car cet endroit, et là je le cite, pourri jusqu'au cœur, était un foyer de préjugés et du mécontentement du fait de sa population française yankified, yankifiée, évidemment à cause de l'annexionnisme, de ses Anglais déloyaux et de sa classe d'affaires annexionniste. L'économie de la ville et l'influence des élites politiques francophones en ressentirent durablement les effets. Une page s'était tournée avec ce déménagement. Avec l'aide des réformistes, le pouvoir impérial pourra se consolider.
Il reste une mémoire, cette décision néfaste, la pâleur et l'ambivalence du personnage, l'absence d'une empreinte permanente, en fait, sa détestation par les Tories, sûrement, ont contribué à ce qu'Elgin n'ait pas laissé de mémoire substantielle ici à Montréal, à peine le nom d'un cul-de-sac et d'un immeuble impersonnel du centre-ville, sur la rue Sherbrooke, je pense. On trouve quand même sa statue sur la façade de l'Hôtel du Parlement national à Québec, mais même la légende qui a fait de lui l'initiateur du gouvernement responsable est aujourd'hui contestée. Les violences ont donc été causées par les enfants gâtés de l'Empire qui voyaient leur emprise se liquéfier. Cette faction se tournera vers l'annexionnisme et entraînera les Rouges désorientés par l'isolement de leur porte-parole, Louis-Joseph Papineau. Ainsi se multiplient les matériaux d'un non-lieu de mémoire, d'une tabouisation résultant d'un effort concerté pour isoler les extrémistes, éteindre le feu dormant de l'indépendantisme et consolider le nouveau style de gouvernement. Conclusion. Dans notre ère de la commémoration, selon Pierre Nora, et je le cite, la dynamique même de la commémoration s'est inversée. Le modèle mémoriel l'a emporté sur le modèle historique et avec lui un tout autre usage du passé, imprévisible et capricieux. C'est le présent qui crée ces instruments de commémoration, qui court après les dates et les figures à commémorer, qui les ignore ou qui les multiplie. Fin de la citation. Donc Nora écrivait ces mots dans les années 90, à l'époque même où, ici, les sciences historiques sortaient les émeutes de 49 de l'ombre avec la découverte des vestiges du marché Sainte-Anne en 89, le 150e anniversaire du gouvernement responsable en 98 et la production par Alain Roy d'une étude qui est devenue l'assise d'une réinterprétation des événements. Donc, évoquer la violence antiparlementaire de 49 nous oblige à questionner les fondements des institutions représentatives menacées tout proche de nous. Et jusqu'ici, on ne doit pas négliger la résistance aux principes démocratiques, a expliqué Dan Horner aux journaux, dans un parallèle entre l'assaut du Capitole aux États-Unis ou le siège de la colline parlementaire à Ottawa et les émeutes de 49. Les ruines du Parlement et leur mise en relation avec la Fondation et la croissance de Montréal, dont témoignent les vestiges protégés par le musée de Pointe-à-Calière, sont-elles les nouveaux fétiches de la modernité montréalaise? Les fétiches d'une double fondation même, celle du noyau historique de la ville et celle de l'Union des deux Canada, qui, selon la Doxa, aurait permis à Montréal de s'imposer au plan économique. Je dépose l'idée ici. Revenons sur ma démarche. À l'aide des concepts de non-lieu et de lieu de mémoire, ainsi que d'un dégradé des formes de mémoire, mémoire vécue des contemporains de 49, souvenirs, vestiges, témoignages d'époque, reconstruction factuelle et interprétation ultérieure, j'ai ébauché la problématique d'un possible non-lieu de mémoire. Ce dernier n'est pas l'envers du lieu de mémoire. Il s'agit peut-être d'un lieu de mémoire en devenir, mais non advenu parce que ses rares composantes sacrées sont encore éparpillées. Marc Augier dit bien que le non-lieu signe les trois excès de la surmodernité, que seraient l'accélération du temps, la dilatation de l'espace et la souveraineté de la personne devenue le centre de son existence sociale. Lui-même contemporain de la surmodernité, le musée de Pointe-à-Calière ne serait-il pas le moyen de médiation idéal entre un non-lieu et un lieu de mémoire en devenir? Regardons l'ensemble muséal qui nous entoure, que j'élargis à l'ensemble du Vieux-Québec. Il est devenu le fiduciaire du non-événement de 1849. Notre curiosité et notre désir d'ancrage dans le temps voudra réinterpréter ces vestiges avec un regard frais. Je reviens donc à l'idée du trou de mémoire signalé par Raphaël de Groot. Si Pointe-à-Calière a réussi à transformer les non-lieux de son sous-sol en lieux chargés de mémoire, on peut évidemment repenser l'espace de l'ancien Parlement avec les mêmes moyens. Mais au nom de quelle pertinence voudra-t-on encapsuler ces vestiges? Deviendront-ils de nouveaux fétiches? Va-t-on attribuer à ces ruines froides un récit faussement consensuel, la moyenne sans âme de tous les récits? Voudra-t-on au contraire les réchauffer en y créant le récit de ce qu'il s'y est produit de percutant et de fondateur dans nos institutions? Voilà. Terminé.